Forçant. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc, avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé « La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité ». Alors, pourquoi ce livre et pourquoi cette interview? On vit actuellement des évolutions technologiques extrêmement rapides qui s'alimentent les unes les autres depuis une vingtaine d'années. On entend parler d'intelligence artificielle, de fusion nucléaire, de biotechnologie, de métavers, de cybersécurité, etc. Et de nouveaux équilibres géopolitiques sont en train de se construire. Il est très difficile pour le grand public de s'y retrouver dans tout ce qu'on peut entendre ou lire. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique et sociologique, et nous nous sommes rendus compte combien il est difficile pour le grand public, mais les professionnels également, d'appréhender tous ces changements. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire un livre accessible et donner des clés pour décrypter un peu les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Alors, pour rendre ces questions encore plus vivantes, on a décidé d'interviewer des experts comme vous en faisant des focus particuliers pour prolonger un peu le livre et mettre en perspective certaines des révolutions que nous abordons. Donc, Emmanuel Forçant, on va commencer par peut-être vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, alors, en quelques mots, j'ai commencé ma carrière en même temps que le jeu vidéo, en tout cas le jeu vidéo sur ordinateur arrivait en France. Donc, c'était au début des années 80. Donc, à la base, j'étais programmeur de jeux vidéo dans une société qui est devenue Atari, qui s'appelait Infogrames à l'époque, qui venait de se créer. Donc, voilà comment j'ai commencé. J'ai fait toute ma carrière dans le jeu vidéo. Et j'ai créé, il y a une vingtaine d'années maintenant, l'Agence française pour le jeu vidéo, que je dirige aujourd'hui et qui fournit un certain nombre de services aux professionnels du secteur, notamment l'emploi, puisqu'on gère la quasi-totalité des offres d'emploi du secteur du jeu vidéo en France. Alors, nous avons dédié un chapitre important dans le livre intitulé « Des jeux vidéo au métavers vers un monde virtuel », tout un programme. Est-ce que vous pourriez nous donner votre regard sur la place du jeu vidéo aujourd'hui? Le jeu vidéo occupe une grande place, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est devenu c'est devenu la première industrie culturelle au monde, et en France également. Mais peut-être qu'il serait intéressant aussi de s'essayer à une définition, en tout cas rapide, du jeu vidéo, parce que, en fait, quand on parle de jeu vidéo, c'est un peu comme si on parlait d'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est aussi large que, ça comprend le cinéma, ça comprend la télévision, ça comprend des programmes culturels, ça comprend du documentaire, de l'éducatif, etc., etc. Et quand on parle de jeux vidéo, en fait, c'est la même chose. Quand on parle de jeux vidéo, en fait, chaque personne à laquelle on va s'adresser va avoir une image dans sa tête, et cette image ne sera pas forcément la même. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est aussi bien du jeu éducatif, donc pour les enfants, mais ça peut être des FPS, des MMO, des MMORPG, voilà, plein de gros mots. Mais donc beaucoup d'acronymes, mais aussi des puzzle games et beaucoup d'anglicisme aussi. On peut définir ce que c'est un MMORPG, par exemple. Un MMORPG, c'est un jeu de rôle massivement multijoueur. Voilà, donc j'incarne un personnage, donc j'ai un rôle, et je me retrouve avec des centaines, voire des milliers de joueurs ensemble dans un monde virtuel. Voilà ce que c'est qu'un MMORPG. Un FPS, c'est un jeu de tir à la première personne, etc., etc. Un puzzle game, c'est un jeu dans lequel je vais essayer de résoudre des petites énigmes. Ça peut être des petits casse-têtes, etc., etc. Il y a des jeux de plateforme, il y a ce qu'on appelle des battle arena aujourd'hui. Il y a aussi l'e-sport au sens large, etc., etc. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on ne va pas arriver à faire une définition dans le temps qui nous est imparti, mais le jeu vidéo, c'est extrêmement large et il ne faut pas le limiter à un jeu de tir ou un jeu de guerre ou je ne sais pas quoi. Voilà. C'est aussi bien pour des petits enfants, pour des moyens enfants, pour des grands enfants, etc., etc. Pour aller rapidement, en fait, aujourd'hui, on estime que c'est un marché d'un peu plus de 200 milliards de dollars dans le monde. C'est un marché de 5,6 milliards d'euros en France en 2021. On ne sait pas encore exactement ce que donnera 2022. 73% des Français jouent aux jeux vidéo. C'est énorme.
C'est les 2 tiers des Français qui jouent aux jeux vidéo. C'est presque à parité, c'est-à-dire que les hommes, les femmes jouent à peu près de manière équivalente, pas forcément au même jeu. Donc, on disait tout à l'heure, il y a suffisamment de jeux pour satisfaire à peu près tout le monde. Voilà rapidement une vision, une explication de ce qu'est le jeu vidéo et de sa place dans le monde. C'est le loisir préféré du monde. Et donc, justement, on a parlé de tout le monde joue, OK, et après, on a aussi beaucoup de supports différents aujourd'hui pour jouer. Et, par exemple, l'arrivée du mobile, l'arrivée du smartphone a profondément bouleversé aussi le monde du jeu vidéo. En fait, le monde du jeu vidéo est bouleversé de manière assez régulière et il est bouleversé de manière fondamentale. C'est-à-dire que sa chaîne de valeur change. Je vais revenir sur le mobile, évidemment, parce que c'est une des plus grosses révolutions. Quand Apple sort l'iPhone en 2005, je crois, je ne sais plus si c'est 2005 ou 2007, ils ne font pas que sortir l'iPhone et inventer un nouveau concept. En plus, ils inventent un modèle économique. L'App Store est arrivé en même temps que l'iPhone et la vraie révolution, en fait, elle est là, sur le fait qu'on va pouvoir vendre de manière dématérialisée des jeux vidéo. Ce qui a été une vraie révolution et qui occupe encore aujourd'hui tout le monde, puisque on est passé d'une industrie du retail à une industrie quasiment totalement dématérialisée aujourd'hui. Enfin, bon, bref. Et plus de 50% des joueurs sont des joueurs téléphone, sur smartphone. Donc, évidemment, le smartphone tient une place très importante, mais les consoles de jeux également. En plus, les consoles de jeux changent tous les 5 ans, 5-6 ans, de manière quasiment fondamentale aussi. L'arrivée de l'Internet a tout bouleversé dans le jeu vidéo. L'arrivée du CD-ROM a tout bouleversé il y a un petit peu plus longtemps, etc. etc. Donc, le jeu vidéo, et puis là, on va parler, j'imagine, de métavers, etc. Le jeu vidéo, c'est une industrie qui est en permanence bouleversée, qui se remet en question en permanence, qui se réinvente en permanence, qui est évidemment basé sur la technologie. Enfin, le cœur du jeu vidéo, même au tout début, c'était de la technologie. Moi, quand j'ai commencé, ce qui nous passionnait, nous, programmeurs, c'était les microprocesseurs et qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire et en bougeant 3-4 pixels à l'écran. Enfin bon, bref. Voilà, c'est vraiment une industrie qui se renouvelle en permanence. Le mobile en est la preuve et aujourd'hui, il tire le marché. Alors, on a le sentiment ces derniers temps qu'il y a une vague de rachats extrêmement importante par les géants du numérique de studios de jeux vidéo. Par exemple, on a vu le rachat par Microsoft d'Activision Blizzard avec une enveloppe de 60 milliards et on entend ces derniers jours éventuellement la vente d'Electronic Arts, par exemple, pour éventuellement Apple. On a l'impression qu'il y a des grandes manœuvres qui se préparent. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est nouveau? Et pourquoi? Alors, c'est assez nouveau. Enfin, une telle concentration est assez nouvelle. Je pense que l'industrie du jeu vidéo est une industrie qui est mature aujourd'hui, en tout cas aux yeux d'un certain nombre d'acteurs financiers, investisseurs. Elle a longtemps été incomprise. En plus de quelques séquences pas forcément glorieuses. Je pense notamment à l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000, qui a complexifié un tout petit peu la compréhension que le monde financier pouvait avoir du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, on voit bien que le jeu vidéo est plus qu'une industrie en devenir, c'est devenu la principale industrie culturelle et c'est une industrie du divertissement colossale. On peut comparer d'ailleurs avec l'industrie de la musique et du cinéma, qui représente à eux deux 30 milliards, quelque chose comme ça. Donc, oui. On voit le poids relatif du jeu vidéo qui est considérable dans cette industrie de l'entertainment de manière générale. Complètement, oui, le jeu vidéo. Mais en fait, le jeu vidéo, c'est un petit peu
le rassemblement de toutes les industries précédentes. C'est-à-dire qu'il y a de la musique dans le jeu vidéo, il y a du cinéma de plus en plus. Les acteurs hollywoodiens ou même les acteurs français aujourd'hui travaillent beaucoup avec des créateurs de jeux vidéo. Voilà, c'est une industrie qui va fédérer un petit peu tous les arts, j'allais dire. Et au-delà des arts, parlons plutôt de la finance, il y a réellement aujourd'hui un vrai appétit de la part des marchés financiers et des majors, d'une manière générale, qui n'ont pas envie de rater le coche encore une fois. Beaucoup ont raté la révolution Internet, ont raté Facebook et ce genre de choses, et se disent que le jeu vidéo est en train de muter une nouvelle fois, et que ce serait peut-être dommage de passer à côté de cette mutation. Le jeu vidéo, on l'a dit tout à l'heure, c'est un objet technologique avant toute chose, et que cette mutation, justement, elle va passer aussi beaucoup par de la technologie. Et le meilleur moyen d'acquérir cette technologie, c'est d'acquérir ceux qui la possèdent aujourd'hui. Donc, tout un tas d'acteurs ont développé un certain nombre de technologies, de savoir-faire, en plus d'avoir développé une communauté, un public, etc. etc. Donc l'intérêt pour les majors aujourd'hui, c'est justement d'acquérir toutes les technologies qui vont être nécessaires aux prochaines révolutions du jeu vidéo demain. Et donc d'être prêt tout de suite pour le jeu vidéo de demain. Alors, on va plonger dans le buzzword du moment qui est le métavers, qui a été notamment popularisé par la démarche médiatique de Mark Zuckerberg de renommer Facebook en Meta, mais surtout avant lui, on peut citer Snow Crash, un livre de science-fiction de Neil Stephenson qui parle de ce que peut être un métavers, et encore plus récemment, le film Ready Player One de Steven Spielberg, qui nous plonge vraiment dans ce que pourrait être la logique d'un métavers. Quelle est votre vision sur ce mot métavers? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et quelles sont ses perspectives? Alors, pareil, je pense qu'on ne va pas avoir assez de temps parce que c'est un puissant fond, le métavers. Ça pourrait servir de définition. J'ai eu la chance de travailler sur le premier métavers au monde, qui s'appelait à l'époque le deuxième monde. Donc ça, c'était en 95. J'étais à Cryo à l'époque, j'étais le directeur des productions de Cryo. Et c'était réellement le premier métavers au monde. On l'a créé en France, Cocorico. Ça n'a pas marché du tout. Soyons honnêtes, on était là beaucoup trop tôt. Enfin, en 95, on cherchait parmi tous nos amis qui pouvait avoir une connexion Internet pour faire des tests. Enfin, c'était un cauchemar. Mais en tout cas, Philippe Ulrich et Alain Ludwig-Berder, qui sont les deux créateurs du Deuxième Monde, avaient imaginé ce qui est aujourd'hui le métavers, c'est-à-dire un univers virtuel à l'intérieur duquel des personnages vont se retrouver pour avoir un certain nombre d'activités. Il y avait du commerce qui avait été développé à l'intérieur. Je me souviens qu'on vendait des espaces publicitaires. On avait vendu le Virgin Megastore qu'on avait reconstitué, puisqu'en fait, on avait reconstitué Paris. On avait vendu le Virgin Megastore à Virgin, enfin bon, etc. etc. Donc, on s'est beaucoup posé de questions sur qu'est-ce qu'on était en train de créer, à quoi ça allait servir. Donc, voilà, ça fait un moment que j'ai réfléchi à cette question. Pour répondre à votre question plus précisément sur qu'est-ce que le métavers ou qu'est-ce que ça n'est pas, déjà, je peux vous dire ce que ça n'est pas. Ça n'est pas le nouvel Internet. J'entends beaucoup dire que le métavers, c'est le nouvel Internet. Non, ce n'est pas le nouvel Internet, le métavers. C'est une application, on va y revenir. Et la deuxième chose que ça n'est pas le métavers. Il ne va pas y avoir un métavers. Hélas, ce serait bien, on en rêverait tous. Mais non, il n'y aura pas un métavers. Il y aura des dizaines, des centaines de métavers qui seront autant d'applications. Un métavers, c'est une application 3D qui va permettre le développement d'un certain nombre de services. Le concept, c'est qu'il y ait plusieurs types de services à l'intérieur de cet univers virtuel, donc aussi bien des jeux que
des relations sociales, que pourquoi pas des applications professionnelles. A priori, il faut qu'il y ait un écosystème à l'intérieur, idéalement basé sur la blockchain et donc sur les crypto-monnaies. Mais ça existait avant, il y avait déjà on faisait déjà du business, je pense notamment Second Life, qui existe toujours, à l'intérieur duquel il y a du business qui a été développé, il y a une monnaie qui a été développée, etc., etc. Donc, la blockchain amène un certain nombre de choses, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Mais bon, a priori, il faudrait la blockchain et donc le concept de crypto-monnaie. La crypto-monnaie va amener d'autres choses, on va y revenir. Et puis, donc, un certain nombre d'interactions entre le virtuel et le réel. C'est-à-dire que la frontière entre virtuel et réel avec le métavers s'estompe un peu. C'est un petit peu ce qu'on essaye, en tout cas, et ce que Ready Player One dessinait en filigrane, c'est que ma vie réelle va se poursuivre dans le virtuel. Et c'est un univers persistant aussi. C'est un univers persistant. C'est un univers persistant dans lequel les joueurs ont une interaction forte puisqu'ils vont modifier l'univers. Et effectivement, ces modifications sont persistantes et sont accessibles aux autres. C'est-à-dire que je vais pouvoir construire ou détruire ou créer à l'intérieur du métavers et ma création ou mes destructions vont être imposées à l'ensemble de la communauté du métavers. Ensuite, est-ce que c'est de la réalité virtuelle? Est-ce que c'est de la réalité augmentée? Est-ce que c'est uniquement via un écran? Là-dessus, il y a un débat. Alors, ça m'amène à une question effectivement qui est intéressante. C'est est-ce que vous pourriez définir sommairement ce que sont, alors c'est pas facile, mais en tout cas essayer de le faire, ce que sont les technologies immersives. Vous avez parlé de réalité augmentée, réalité virtuelle, mais on peut parler aussi des combinaisons haptiques, etc. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, ça apporte beaucoup de choses et ça change beaucoup de choses, mais ça amène aussi un certain nombre de contraintes. Ce qui fait que ça n'a pas non plus décollé comme on l'attendait aujourd'hui. Pour faire simple, il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui sont les deux grandes familles de technologies immersives. Après, il y a un certain nombre d'autres technologies, le dispositif haptique. La réalité virtuelle, en fait, pour faire simple, on met un casque et on est plongé dans une réalité virtuelle autre. Et notre réalité physique instantanée disparaît totalement. Je vois mes mains potentiellement, mais c'est tout. Je suis plongé dans un univers virtuel. La réalité augmentée, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que je vais projeter, grâce à un système de lunettes, des informations virtuelles en 3D sur mon univers réel. Je vais les superposer. Donc, je vais avoir, je ne sais pas, un petit personnage qui court sur mon bureau, mais mon bureau est bien réel, c'est le mien. Je vois mes mains pour de vrai, mais j'ai quand même des petits personnages qui montent sur mon ordinateur. J'ai des soucoupes volantes à l'intérieur de la pièce, etc., etc. C'est ça la réalité augmentée. Beaucoup de gens connaissent la réalité augmentée via Pokémon Go. Donc, avec mon smartphone, je me balade dans la rue et tout d'un coup, il y a sur l'image réelle, sur la photo que je suis en train de faire de la rue, il y a un Pokémon qui apparaît. Je peux capturer mon Pokémon. C'est ça la réalité augmentée. Ce que ça met... et puis, il y a d'autres dispositifs. Donc, il y a les dispositifs à retour de force ou retour d'effort qui amènent un peu plus de réalisme. Et puis, les dispositifs haptiques qui, eux, vont nous donner une sensation du toucher ou des sensations beaucoup plus larges. Ça peut être, il y a des combinaisons haptiques qui permettent de ressentir si on touche un objet ou plus exactement si un objet nous touche, etc., etc. Donc, d'avoir une interaction physique sensible avec un décor virtuel. Donc voilà, et tout ça va amener une immersion, une immersivité accrue, bien plus forte, qui va permettre à la fois de démultiplier les sensations de réalisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est habitué à
de la 3D réaliste. La 3D aujourd'hui, c'est plus des polygones, des fils de fer et des textures. Enfin, on a du mal à faire la différence, voire certains n'arrivent plus à faire la différence entre de l'image de synthèse, en 3D temps réel, de la réalité hybride, etc. etc. Ce que va apporter la réalité virtuelle, c'est qu'on va avoir vécu réellement une expérience, là où aujourd'hui, on se contente de regarder une expérience se passer. Au niveau du cerveau, c'est pas du tout la même chose qui se passe, mine de rien. Et c'est pour ça que le métavers est tellement engageant. C'est que c'est moi qui vis une expérience. Je ne regarde pas une expérience vécue par quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, un enfant, quand il joue à un jeu vidéo, il sait très bien faire la différence entre le jeu vidéo et la réalité. Quand il tire sur des gens dans son jeu vidéo, il n'a pas du tout l'impression de tirer ou de tuer des gens. C'est un jeu, ce sont des pixels. Voilà. La réalité virtuelle amène un flou entre la réalité et le virtuel, ce qui va poser des problèmes justement par rapport à le fait justement de tirer sur des gens. Tout d'un coup, on est beaucoup plus engagé. Je ne parle même pas des combinaisons haptiques, que si on se fait tirer dessus ou on sent. Donc, du coup, le stress est réel. Donc, voilà, ça, c'est problématique. Par contre, c'est super intéressant pour tout ce qui va être formation, pour tout ce qui va être de l'expérience, justement, je dois porter secours dans un environnement compliqué avec du feu, de l'eau, du je ne sais pas quoi. Je vais pouvoir m'entraîner pour de vrai. Je vais pouvoir faire des essais, des erreurs et avoir vécu réellement cette expérience. Donc, pour la formation, c'est un outil merveilleux. Tout ce qui va être réunion, alors le Covid n'a pas été génial, mais mine de rien, ça a permis de faire un certain nombre d'expérimentations, notamment les réunions virtuelles, le développement de Zoom, merci Zoom, hein, on y est aujourd'hui. Mais toutes ces expériences de réalité virtuelle, non, ce n'est pas de la réalité virtuelle, on se parle pour de vrai, mais on n'est pas ensemble. On peut être à des milliers de kilomètres, mais on fait une réunion, on se voit, on se parle comme si on était l'un à côté de l'autre. Grâce au métavers, à la réalité virtuelle, demain, en plus, on est tous autour de la table, entre guillemets physiquement, puisqu'on va se voir, on va pouvoir échanger des objets, des documents. Donc, voilà, on va vraiment, vraiment beaucoup plus loin avec justement cette technologie immersive. Mais on parle de technologie immersive, c'est un raccourci, parce que pour avoir cette technologie immersive, c'est des dizaines et des centaines de technologies extrêmement particulières, extrêmement pointues qu'il va falloir mettre bout à bout pour arriver à tout ça. C'est un peu l'écosystème dont vous parliez avec Apple. C'est-à-dire qu'il faut que tout l'écosystème, toutes les chaînes soient prêtes, effectivement, pour déployer ces services. Alors, absolument. J'ai envie, chez monsieur, madame, tout le monde. J'ai envie de vous faire faire une expérience extrêmement simple, qui est de vous projeter un peu dans l'avenir à très court terme. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui va être adopté pour vous à très court terme, 2023, 2025, 2030. Qu'est-ce qui va changer dans nos vies? Quelle révolution percevez-vous pour les prochaines années? On va terminer la dématérialisation, ça c'est à peu près certain, mais à peu près comme l'industrie du disque, en fait. Dire que l'industrie du disque a fait une dématérialisation totale, puis on revient un petit peu vers du physique. Il y a de nouveau des magasins qui arrivent, etc. etc. Et pour le jeu vidéo, on n'y coupera pas. On va vouloir garder l'objet jeu vidéo, etc. etc. La révolution du métavers, c'est pas pour demain tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est pas pour demain pour le grand public. La formation en réalité augmentée, en réalité virtuelle, elle a déjà commencé. C'est déjà une réalité. Elle est déjà mise en application. Mais c'est pas quelque chose de grand public.
la crypto-monnaie, c'est la prochaine grosse révolution. Je sais pas, enfin, elle s'immisce de partout. Je vous en parlais justement sur le métavers. En fait, il y a un effet pervers aussi à l'utilisation de la crypto-monnaie dans le métavers. Je m'explique. Tous les métavers qui apparaissent aujourd'hui arrivent avec leur crypto-monnaie, qui repose plus ou moins sur d'autres crypto-monnaies, mais avec leur propre crypto-monnaie, peu ou prou leur propre blockchain, etc. etc. En fait, un certain nombre de ces métavers font de la spéculation sur leur propre crypto-monnaie. Il y a une espèce d'économie parallèle qui se met en place et qui est envisagée par les concepteurs de métavers, qui se disent que, à la limite, c'est pas grave si le métavers ne fonctionne pas très bien, si l'économie ne fonctionne pas très bien. L'idée, c'est que la monnaie, elle, fonctionne. Bref, donc c'est une nouvelle façon aussi de faire des levées de fonds, sans toucher d'ailleurs au capital, notamment les ICO par exemple. Mais c'est une levée de fonds qui peut s'effondrer du jour au lendemain, puisque c'est un peu comme une société sur le fond, puisque on ne travaille que sur la valorisation. C'est comme si on faisait des précommandes d'un futur métavers. Oui et non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que la précommande veut dire qu'on a du cash, en euros, en dollars, en ce que vous voulez. Le fait de parier sur une crypto, j'ai l'équivalent de, je ne sais pas, 1 million d'euros aujourd'hui, avec ma crypto-monnaie, en Ethereum, en je ne sais pas quoi, en Bitcoin. Demain, ça peut valoir plus rien. Demain, ça peut avoir aussi doublé. Donc, il y a une espèce de fluctuation. Une précommande de quelque chose qui n'existe pas, en fait. C'est le précommande de quelque chose qui n'existe pas avec un prix qui risque d'être divisé par 10. Donc, voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Mais la vraie révolution, voilà, elle est là-dessus, sur la crypto-monnaie. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que c'est ça qui est passionnant aussi dans le jeu vidéo et dans toutes ces technologies. C'est un peu comme on avait trouvé le deuxième monde en 95, mais en 95, ça ne servait à rien et à personne. La technologie n'est intéressante que si le grand public s'en empare. Et surtout, qu'est-ce qu'il en fait ? Et le grand public a cette capacité à détourner la technologie pour en faire quelque chose d'encore plus intéressant, qui est totalement passionnante. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition un certain nombre d'idées qu'on a pu avoir, justement, avec ces technologies. On s'est dit, tiens, le métavers, c'est une bonne idée. Mais si ça se trouve, le public va inventer encore autre chose. Avec justement la blockchain, avec les crypto-monnaies, avec le métavers, avec la réalité augmentée. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Même Mark Zuckerberg propose et le public dispose. Exactement, c'est la différence entre l'outil et l'usage, hein. Effectivement. Absolument. Donc, on a parlé des évolutions. Alors, j'ai envie de parler aussi des dangers. Vous l'avez un peu évoqué. Quels sont les dangers de ces technologies ? Il y en a un certain nombre. Alors déjà, il y a des problèmes juridiques. À qui appartient ce qui est créé ? Est-ce que ça appartient au possesseur du métavers ? Est-ce que ça appartient à celui qui crée ? Est-ce que ça appartient au public, etc. Il y a un problème. Il y a un problème de sécurité. Tout ce qui est vol de données. Tout ce qui est utilisation des données de mineurs. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment c'est géré? Donc, je rejoins le problème juridique. On en parlait tout à l'heure de la qualité de l'immersion et de l'impact que ça peut avoir sur le cerveau. Si je fais de la désinformation, si je fais des fake news, si je fais des fausses expériences, l'impact sur la population, il est terrible. Je vais faire croire à des gens, je vais faire vivre à des gens des expériences en leur faisant croire que c'est du réel, que certains vivent ça dans d'autres pays, par exemple, alors que ce n'est pas vrai, mais eux vont l'avoir vécu pour de vrai. C'est un truc de fou. C'est le changement de la perception de la réalité, effectivement. Complètement. Mais on a déjà ce changement de la perception de la réalité avec les fake news. Des gens me disent « Mais si, regarde, c'est vrai, j'ai vu la vidéo, j'ai des photos. » Donc, j'ose même pas imaginer avec la réalité virtuelle et avec l'expérience. Bref.
Il y a tout ce qui est problème de blanchiment d'argent. La crypto sert beaucoup à ça. Aujourd'hui, tous les piratages informatiques, les rançons sont demandées en crypto-monnaie parce que c'est intraçable. Donc derrière, blanchiment de crypto-monnaie, très facile. Donc voilà, c'est un vrai problème. Et puis voilà, tout ce qui est endoctrinement, lavage de cerveau. Donc, bon, alors on a compliqué. On a vu aussi les dangers, on a vu les opportunités extraordinaires que ça pouvait apporter. J'ai envie de finir cette interview par un conseil que vous donneriez aux jeunes générations. Ou des conseils. Alors, je peux donner deux conseils, selon que vous voulez être acteur ou que vous voulez être utilisateur. Si vous voulez être acteur de cette industrie, c'est une industrie qui est merveilleuse, l'industrie du jeu vidéo. Et les métiers du jeu vidéo sont multiples. Vous pouvez être programmeur, infographiste, travailler dans le marketing, la communication, enfin voilà. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil aux différentes offres d'emploi si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble, les métiers du jeu vidéo. Par contre, c'est assez élitiste. Aujourd'hui, beaucoup de monde souhaiterait travailler dans le jeu vidéo. Du coup, le niveau d'études et le niveau qui va être demandé aujourd'hui pour rentrer dans le jeu vidéo est assez élevé. Donc voilà, si vous avez envie de travailler dans le jeu vidéo et que vous êtes un étudiant, un scolaire, un lycéen, travaillez bien à l'école et vous passerez une vie incroyable à développer des jeux vidéo et à créer des univers virtuels. C'est génial. Si vous voulez être utilisateur, soyez curieux, allez partout. Et puis, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Justement, il y a aussi le cinéma, il y a aussi les livres. Et tout ça est un ensemble. Il faut pas se contenter d'une seule culture. Une seule culture, c'est appauvrissant. Se nourrir de plusieurs cultures, de cinéma, de télévision, de séries, mais aussi de livres, de peintures, d'expositions, de musées. Ça permet de comprendre l'intégralité un petit peu de notre culture et ça permet d'avoir un regard beaucoup plus critique et donc du coup aussi de profiter beaucoup mieux de ce qui nous est offert, du jeu vidéo, des univers virtuels et de mieux comprendre justement d'où on vient, où on va et où est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin. Eh ben, merci Emmanuel Forsan pour cette plongée dans l'univers des jeux vidéo et des univers virtuels. Et merci pour ces bons conseils. À bientôt. Merci beaucoup Jérôme. À bientôt.